Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'Écho sur France 24. Manuel Valls et Emmanuel Macron se sont rendus à Berlin cette semaine. Le Premier ministre et le ministre de l'Économie souhaitent convaincre les Allemands d'utiliser leur marge de manœuvre budgétaire pour investir. 50 milliards d'euros d'économies chez nous contre 50 milliards d'investissements chez eux. Ce serait un bon équilibre, a affirmé Emmanuel Macron, mais de l'autre côté du Rhin, la priorité reste des finances publiques en bon ordre. Alors comment relancer la croissance en Europe? Comment redonner du sens à l'Union européenne? On en parle avec François Villeroy de Gallo, directeur général délégué du groupe BNP Paribas, auteur de L'espérance d'un Européen, et c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors vous avez été haut fonctionnaire à Bercy pendant 20 ans, inspection des finances, inspecteur des impôts, directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn lorsqu'il était ministre de l'économie. Vous avez également travaillé avec Pierre Bérégovoy et puis depuis 10 ans, vous travaillez pour BNP Paribas. Vous êtes un Européen convaincu, comme le dit votre livre. Vous êtes également un catholique et puis vous êtes un banquier. Donc tout cela est compatible, François Villeroy de Gallo? Écoutez, j'essaye de le vivre et en tout cas, je suis un Européen de terrain. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Parce que, comme beaucoup, moi, je ne supporte plus le pessimisme ou la désespérance qui semble s'imposer en France. Donc, j'ai d'abord voulu raconter, pas tellement une Europe abstraite et ennuyeuse, mais les Européens et leurs histoires concrètes dans mon village allemand, parce qu'il se trouve que ma famille française est installée dans un village en Sarre depuis plusieurs générations. Et puis, tous les Européens que je rencontre dans mon entreprise, en Italie, en Belgique, tous ces entrepreneurs. Oui, c'est un livre très personnel, hein. Vous parlez à la première personne, vous parlez justement de vos expériences culturelles. C'est un livre de témoignages et de conviction, parce que l'Europe, c'est pas du tout ennuyeux. Et quand on s'intéresse aux Européens, il y a même beaucoup de motifs d'espoir pour nous, Français, parce qu'il y a des solutions qui sont à nos portes. Je crois que c'est ça que j'ai voulu montrer et dire qu'il n'y a pas besoin de rêver ou de cauchemarder sur la Chine ou la Californie. Auprès de nous, il y a beaucoup qui ont agi avant nous et qui réussissent. Et c'est parfaitement compatible avec notre modèle social. C'est ça mon espérance ou ma foi d'Européen. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette Europe tout de même? C'est le manque de confiance en elle? Alors, l'Europe, j'ouvre d'ailleurs là-dessus dans mon livre, l'Europe a connu une phase de confiance en elle. On a beaucoup de mal à le croire aujourd'hui, mais souvenez-vous, il y a 25 ans, c'était pas il y a si longtemps, la chute du mur de Berlin, l'Europe qui se réunifiait avec la fin du rideau de fer, et à l'époque même, l'économie européenne allait mieux que l'économie américaine. Et puis dans la foulée, l'Europe fait la monnaie unique, Jacques Delors, Helmut Kohl, François Mitterrand. Donc il y a une promesse européenne formidable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir le sentiment que cette promesse s'est perdue, qu'il y a un chômage massif en Europe. Tous ces problèmes sont vrais, je crois qu'il faut être lucide. Perte de confiance, perte d'identité. Voilà, il ne s'agit pas de rester sous la couette en se disant c'est un mauvais moment à passer. Mais moi j'ai envie de donner des raisons positives de se lever et d'agir. Et je crois que ce qui se passe chez nos voisins, bien sûr on pense à l'Allemagne qui a réussi ses réformes, mais ce qui se passe aussi dans toute l'Europe du Nord, ce qui se passe en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne. Il faut utiliser ces exemples. Voilà, il faut utiliser les meilleurs exemples. Si vous me permettez, arrêtons de nous regarder nous-mêmes. Notre débat est très franco-français. Regardons davantage autour de nous ce qui marche. Et puis, mettons-nous en mouvement. Il y a heureusement des choses qui ont progressé en France. On a pas mal d'atouts. Mais je crois qu'on a énormément à apprendre des autres Européens. Alors, vous parlez de la Sarre, votre village. C'est comme ça que vous commencez votre livre. 1 million d'habitants. C'est un land allemand depuis Napoléon. Et alors, vous dites, notre drame allemand, à nous, Français, se résume à 2 constats. L'Allemagne est notre voisin le plus important et c'est aussi celui que nous connaissons le plus mal. Mais quand on pense au couple Kohl, Mitterrand, Helmut Schmidt, Valéry Giscard d'Estaing, même Chirac, Schröder, même vous parlez même de Sarkozy, Merkel. Donc là, il y avait bien quelque chose de commun. Stéphanie, je crois que les dirigeants se connaissent. Mais au fond, les 2 peuples se connaissent assez mal. Nous parlons très peu la langue l'un de l'autre. Les Allemands connaissent en général un peu mieux la France parce qu'ils y passent leurs vacances. Mais quels sont les Français qui ont l'idée de passer leurs vacances en Allemagne? C'est très rare. Nous avons évidemment des divergences économiques. On a des divergences psychologiques parce que nous, Français, allons beaucoup moins bien. Et on a même une divergence de puissance parce que nous commençons à faire un petit complexe d'infériorité face aux Allemands. Et pourtant, c'est ça que j'essaye de dire avec beaucoup de conviction, et les Allemands en sont encore plus convaincus que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Est-ce qu'ils en sont vraiment convaincus? Parce que quand on voit Emmanuel Macron qui va à Berlin et qu'on voit Sigmar Gabriel qui prend du SPD, on a l'impression qu'ils ne parlent pas le même langage. On n'est pas forcément convaincus. 50 milliards d'économies. Les Allemands, faites-vous plus de dépenses, 50 milliards de dépenses? Les Allemands n'achètent pas les yeux fermés tout ce que les Français leur demandent de faire. Ça, c'est normal. Par contre, les Allemands sont absolument convaincus que leur avenir passe par l'Europe. Il y a une chose qu'on ne sait pas du tout en France, c'est que l'attachement à l'euro, c'est en Allemagne aujourd'hui qu'il est le plus fort.
75% des Allemands souhaitent garder l'euro. La moyenne pour les Européens, qui est très forte elle aussi, c'est 69%. C'est quand même un euroscepticisme en Allemagne aussi. Oui, mais l'attachement à l'euro, qui est notre plus grande réalisation commune, il est ultra majoritaire chez tous les peuples d'Europe. Donc ça, c'est la première chose qu'on a à faire ensemble, c'est consolider l'euro et faire repartir la croissance. Je propose dans mon livre ce que j'appelle un Eurodeal entre Paris, Berlin et Francfort, qui est la Banque Centrale Européenne. Mais je crois qu'au-delà de ça, nous avons beaucoup de projets à nourrir ensemble. En particulier, je crois beaucoup à un grand programme européen pour le plein emploi des jeunes d'ici 10 ans. On a vu, il y a des sommets européens sur l'emploi des jeunes depuis 1 an. Bien sûr, il y a eu des sommets, mais ils n'ont rien décidé. Alors que, très concrètement... Et pourtant, vous avez Matteo Renzi, vous avez Angela Merkel, vous avez François Hollande, ils se voient régulièrement. Il faut parler un peu moins de grands slogans et il faut choisir des instruments très concrets. Si vous relisez l'histoire européenne, depuis son lancement, elle a avancé sur des projets très concrets, pas sur des grandes discussions d'institutions, etc. On parle beaucoup trop des institutions et de la tuyauterie en Europe depuis 15 ans. Les grands projets, ça a été Robert Schuman et le charbon et l'acier en 1950, et Jacques Delors et le marché unique. Vous les appelez au secours d'ailleurs, ces fondateurs de l'Europe. À un moment, je les appelle au secours, parce que je crois que les Delors et Schuman d'aujourd'hui, ça peut être Jean-Claude Juncker, François Hollande, Angela Merkel, devrait dire, écoutez, le problème numéro 1 de l'Europe, bien sûr, c'est le chômage, et en particulier au sein du chômage, c'est les 5 400 000 jeunes qui n'ont pas d'emploi. Et là, nous pouvons absolument nous mobiliser pour fournir un emploi à ces jeunes. Je crois qu'il y a 2 grands leviers au moins. Il y a développer dans chacun de nos pays l'apprentissage et améliorer l'éducation. Alors vous parlez d'un titre, un bon de formation, c'est ça ? Et ensuite, effectivement, favoriser la mobilité européenne. On connaît Erasmus pour les étudiants qualifiés. Mais là, ça serait une espèce de grand Erasmus de l'apprentissage pour les non qualifiés. Ça représente entre 5 et 10 milliards d'euros par an sur les 10 ans à l'échelle de l'Union européenne. Ça, c'est totalement compatible avec les moyens de l'Europe qui, heureusement, même s'il n'a pas assez de croissance, reste une zone riche. On pourrait convaincre les Allemands à financer ce type de formation plutôt que faire un plan de relance d'investissement public qu'ils ne souhaitent pas tout à fait. Je crois qu'il y a place pour une relance de l'investissement public et privé, comme le disent les Allemands. Vous pensez que les Allemands pourraient le faire ? Mais là, je pense qu'il y a une vraie priorité. Ça ne peut pas être que les Allemands qui le financent, mais que les États européens, avec la Commission européenne, se disent le prochain grand projet, c'est ça qui va donner le sens aux réformes de l'éducation, aux réformes de l'apprentissage dans 5 pays, qui va aussi pousser à avoir un plan commun de croissance. C'est ça que j'appelle l'Eurodeal. Ça, il me semble que c'est un projet formidable, pas seulement pour les jeunes d'ailleurs, mais aussi pour leurs parents et leurs grands-parents, parce que la première angoisse de toutes les générations, c'est ces jeunes au chômage. Souvenez-vous du succès du livre de Stéphane Hessel, « Indignez-vous ». La bonne réponse à Stéphane Hessel, c'est pas de faire des barricades à Paris ou à Madrid, c'est de construire concrètement cette réponse-là pour le plein emploi des jeunes. Alors, retour en France. Alors, vous évoquez justement cette France de la confiance, le gouvernement de 97, de Jospin. Vous étiez directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn à l'époque. Vous évoquez un peu cette Dream Team qui fait encore rêver. La méthode, justement, Jospin-Schrammeck. Olivier Schrammeck était le directeur de cabinet de Lionel Jospin. C'était plus efficace à l'époque ? D'abord, c'était un peu plus facile parce que la conjoncture économique en Europe et dans le monde était plus porteuse. Ensuite, je relativise un peu le mythe de la Dream Team. Nous aussi, en cabinet ministériel, il nous est arrivé d'être fatigués et de perdre des batailles. Mais je crois qu'il y avait quelques clés utiles pour aujourd'hui. Il y avait un gouvernement resserré. Moins les gouvernements sont nombreux en France, mieux ils marchent. De ce point de vue-là, le gouvernement Valls, c'est mieux que ses prédécesseurs. Mais pas encore suffisamment ? Sans doute pas encore suffisamment. Il y avait un meilleur équilibre entre la stratégie et les urgences, parce que c'est toujours difficile quand vous êtes un homme politique ou quand vous êtes dans un cabinet. Il y a la pression des médias, il y a la pression de l'urgence. Je crois qu'il faut garder la stratégie à long terme. À l'époque, il n'y avait pas ni Facebook ni Twitter, par exemple. Absolument, c'était quand même une différence. Et nous nous étions obligés sur un certain nombre de sujets. Je raconte comment DSK avait fait une conférence à Bruxelles sur des priorités pour le 21e siècle. Ça nous a aidés. Et puis, il y avait une dernière chose qui peut-être peut servir aujourd'hui. Et c'était vrai chez Dominique Strauss-Kahn, comme quelques années avant lui, chez Pierre Bérégovoy. Je crois être le seul à avoir servi auprès des 2 hommes. Il y avait un rapport au réel qui était assumé, et on ne rêvait pas un monde tel qu'il devrait être. On regardait les problèmes et les solutions qui marchaient, plus pragmatiques. Il y avait un rapport à l'entreprise où la gauche peut très bien soutenir la prise de risque et le courage des entrepreneurs. Et puis il y avait un rapport à l'Europe où la France a toujours soutenu ce qu'on appelait l'union économique. Pierre Bérégovoy parlait de gouvernement économique. C'était d'ailleurs une discussion qui n'était pas évidente avec les Allemands. Je crois que c'est Pierre Bérégovoy qui avait raison. Simplement, il faut que nous, Français, aujourd'hui, on soit cohérents. On demande toujours plus d'union économique, mais quand les autres nous disent
des conseils sur notre budget, la maîtrise de nos dépenses, nos réformes, on dit « Ah non, souveraineté Règles française ». On ne peut pas d'un côté demander l'Union économique européenne et de l'autre refuser de discuter avec les autres ministres des Finances européens. Nous sommes partenaires. Alors Dominique Strauss-Kahn, c'est un des plus grands gâchis de notre histoire politique, vous dites? C'est une vraie tristesse. J'ai travaillé auprès de cet homme pendant 3 ans. Ce qui s'est passé depuis, et notamment en mai 2011, voilà, je ne suis pas là pour excuser le comportement d'un homme, mais je voudrais dire que ce qui s'est passé ne retire rien au grand ministre qu'il a été, au grand patron qu'il a été pour moi. Et c'est vrai, je crois que beaucoup le ressentent, que c'est un grand gâchis par rapport à l'expérience qu'il représentait, y compris à la tête du FMI. Manuel Valls est un peu dans cette veine, il voudrait presque changer même le mot socialiste, retirer le mot socialiste du Parti socialiste. Est-ce qu'il est dans cette veine de gauche progressiste? Je crois que Manuel Valls est courageux dans son diagnostic et dans beaucoup de ses propositions avec le gouvernement autour de lui et sous l'autorité du président de la République qui a lancé le pacte de responsabilité. Maintenant, je ne suis pas le plus compétent pour commenter les débats internes au Parti socialiste, les histoires de changement de nom, etc. Je vais juste formuler pas significatif pour vous. Disons que je vais formuler un souhait. Moi, je suis un peu fatigué de tous ces débats infinis pour savoir s'il faut être social-démocrate, social-libéral, socialiste, s'il faut pratiquer la politique de l'offre ou la politique de la demande. Sur tout ça, on est tourné sur nous-mêmes, on regarde le bout de notre nez, pour ne pas dire un autre organe. Je crois qu'il faut maintenant qu'on regarde autour de nous, beaucoup plus largement, qu'on regarde ce qui marche et qu'on s'aperçoive que d'autres autour de nous ont agi avant nous. Et ça, c'est un vrai motif d'espérance. Pensez au SPD allemand, alors là. Merci. Pas seulement. Vous savez, on parle rarement de la Belgique. Je raconte les entrepreneurs belges. Il se passe des choses intéressantes en Italie. L'Italie a à peu près les mêmes problèmes que nous autour de Matteo Renzi. L'Europe foisonne malgré son absence de croissance, c'est ce que vous voulez dire. L'Europe est un formidable laboratoire d'énergie et de repères pour nous. Et c'est totalement compatible avec notre modèle social. Nous n'avons pas à arbitrer. Repères, c'est un beau mot. Merci François Villeroy de Galhau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'Écho. Restez avec nous.